Voilà, le docteur Détrin, donc, qui est présent avec nous physiquement dans un studio tout juste à côté. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, je vais être très direct avec vous. 5 personnes sont mortes de coronavirus en Polynésie. Elles étaient toutes atteintes de comorbidité, c'est-à-dire qu'elles présentaient des pathologies chroniques graves. Alors, en clair, est-ce que cela veut dire que toutes celles et tous ceux qui sont atteints sur le territoire de pathologies graves sont en danger de mort ? Danger de mort, c'est difficile à dire, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus vulnérables à une infection, quelle qu'elle soit, de toute façon en général, et en particulier le coronavirus, bien sûr. On peut peut-être rappeler quelles sont ici les pathologies graves, quand on parle de pathologies graves, justement ? Bon, toutes les maladies chroniques qui baissent le système immunitaire, dans un premier temps. L'hypertension, quand elle n'est pas traitée, si elle est stabilisée et traitée, tout comme le diabète, s'il est traité et stabilisé, les personnes sont beaucoup moins vulnérables et retrouvent la vulnérabilité que quelqu'un dans la vie normale peut avoir. C'est la raison pour laquelle il faut que les patients prennent correctement leur traitement et soient stabilisés dans leur maladie. Alors docteur, il y a un message que vous souhaitez sans doute marteler, faire passer aux personnes qui ont d'autres pathologies, même moins graves, c'est qu'il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer à consulter pour tout le reste. Pour tout le reste, bien sûr. Depuis le mois de janvier, on entend parler que du coronavirus. Le coronavirus n'est pas la seule maladie qui existe sur la planète, vous l'aurez bien compris. Et on a eu malheureusement la mauvaise surprise de se rendre compte qu'un certain nombre de patients ne consultaient plus pour leur maladie habituelle. Et on a eu des situations dramatiques où des gens ou des infarctus sont restés chez eux, ont eu la moitié de leur cœur qui s'est complètement dégradé. Des situations qu'on a irréversibles parfois. Donc il faut que les patients continuent à consulter. Plus ils sont en bonne santé, plus ils sont stabilisés, moins ils sont à risque. Les maladies, les malades, on va dire, qui se retrouvent sous dialyse, qui ont donc un rein artificiel, peuvent-ils être considérés comme une population plus vulnérables que les autres? Oui, les dialysés comme les malades de maladies qui touchent le sang en général, les leucémies, tous ces patients ont un système immunitaire qui est beaucoup moins efficace. Donc, ils sont considérés comme bien évidemment à risque. C'est pour ça qu'on renforce toutes les mesures que l'on peut prendre pour eux, en tout cas. Alors, docteur, quel est l'impact à présent, l'impact financier de cette épidémie sur les activités de votre association? On sait que vous avez dû quitter les locaux que vous occupiez du côté de l'hôpital. Pourquoi ? Vous êtes bien renseigné. Effectivement, au niveau de l'hôpital, on a un centre d'entraînement et le service de néphrologie et d'hémodialyse a dû récupérer des locaux pour se préparer en cas d'affluence de patients insuffisants rénaux. Vous savez que la Covid peut donner une dégradation de la fonction rénale. Et donc, les dispositions ont dû faire qu'on nous a demandé de quitter un endroit qui serait disposé dans ces conditions-là. Donc, effectivement, suite à la demande des autorités sanitaires, on a dû s'adapter sans dégrader notre prise en charge, bien au contraire. Nos équipes se déplacent, par exemple, à Raiatea pour éviter aux patients de venir à Tahiti avec toutes les contraintes que cela impose. On a renforcé aussi tous les protocoles de désinfection, d'assainissement pour garantir la sécurité des équipes et du personnel, et surtout afin de protéger les patients. Par ailleurs, toute cette période-là de difficulté nous a amené à traiter des problématiques des patients au cas par cas. Notre service de social s'adapte pour trouver des solutions, mais tout cela, comme vous le dites, comme vous l'avez rappelé, se fait bien évidemment avec un coût supplémentaire qui est à la charge de l'APER-APURAD, à la fois pour les insuffisants respiratoires et pour les insuffisants rénaux. Nous avons priorisé donc toutes ces nouvelles actions au détriment des projets en cours, puisque nous fonctionnons avec des rentrées d'argent constantes. Et bien que nécessaires,
au bien-être des patients polynésiens pour la Pérapurade, qui prend en charge les patients depuis 22 ans. Nous avons fonctionné à un coût constant avec des dépenses qui n'étaient pas du tout budgétées. Donc ça vous a coûté combien ? C'est pas encore évalué puisqu'on est en cours, mais dans les prochaines semaines, les prochains mois, on pourra évaluer avec précision ce que tout ça nous a coûté. Vous avez un ordre d'idée ? Non, pas pour l'instant, puisqu'on est vraiment en cours de tout ce qu'on a pu dépenser en plus. Donc, je ne peux pas vous répondre précisément pour l'instant. Vous êtes plus proche des 10 millions ou des 100 millions ? Non, on est plus proche des 10 millions, mais pour nous, c'est déjà beaucoup. Alors, au tout début de l'épidémie, en début d'année, lorsqu'on avait appris que le virus s'attaquait surtout aux personnes âgées présentant des pathologies telles que le diabète, l'obésité, les hypertendus, etc., on craignait le pire ici. Et puis, non, en revanche, cette catégorie de la population a énormément souffert en métropole. Alors, on peut en déduire avec certitude que le coronavirus qui sévit à Paris ou à Nice n'est pas du tout le même, ne présente pas du tout les mêmes caractéristiques, les mêmes souches que celui qui se trouve en Polynésie ? Alors, un virus évolue. Il évolue différemment en fonction des endroits où il se trouve. Tout ce qu'on peut espérer et ce qu'on est en train de se demander actuellement, c'est si le virus évolue dans le bon sens, c'est-à-dire s'il est moins virulent, en tout cas, et s'il baisse, s'il a muté, et s'il baisse surtout en capacité de destruction. Ça, on ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas pour l'instant précisément, mais c'est pareil, là, dans les mois qui viennent, on pourra le déterminer. Alors, le ministre de la Santé, tout dernièrement, a présenté la nouvelle stratégie de lutte contre la Covid-19 du pays. Les tests de dépistage seront dorénavant principalement réservés aux personnes présentant des symptômes de la maladie. Alors, c'est une bonne stratégie ou alors vaut mieux tester un peu tout le monde pour qu'il ne soit pas trop tard ? Écoutez, c'est difficile à dire, mais tout ce que je constate dans ma pratique, c'est que les patients qui ont des symptômes n'ont pas que des symptômes qui se ressemblent, mais n'ont pas que des symptômes liés à la Covid. Et donc, tester tout le monde, tous azimuts et encombrer les services ne nous donnerait pas de toute façon de renseignements supplémentaires et ne changerait pas notre pratique. Donc, réellement, ne tester que les patients qui ont des symptômes déjà bien avancés permet de modifier nos comportements de traitement. Tester tout le monde ne changera absolument rien dans la façon de prendre en charge les patients. Alors, donc, je pense que c'est une bonne chose, oui. Ce qu'il faut marteler, en tous les cas, c'est auprès de la population, c'est d'observer encore et encore les gestes barrières. Oui, ça permet d'éviter surtout au virus d'atteindre les personnes les plus fragiles. On ne le fait que pour les personnes les plus fragiles. La plupart de mes patients ont été malades 2 jours, 3 jours. Avec un traitement pour les surinfections, tout s'est bien passé. J'ai eu la chance de ne pas avoir de patients qui se soient dégradés. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que les gestes barrières protègent les plus vulnérables. Et tout ce que font les autorités dans toutes leurs actions, c'est éviter que trop de patients arrivent en même temps, en réanimation, aux urgences, à l'hôpital. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé à avoir des mesures aussi draconiennes que celles qui ont été prises. Alors, lorsqu'on a eu le coronavirus, on en garde des séquelles lourdes ? C'est difficile à dire, mais dans tous les virus, on peut garder des séquelles lourdes. Regardez le chikungunya, le Zika. Le chikungunya, vous avez des gens qui ont des douleurs articulaires avec des pathologies qui restent très longtemps, des douleurs neurologiques. Toutes les maladies virales provoquent cela. Donc, on a entendu des patients qui avaient des maladies au niveau de la coagulation du sang, des patients qui avaient des problèmes au niveau des articulations, des fatigues qui restent très longtemps, plusieurs mois.
Oui, on voit tout ça, mais comme dans tous les virus. Alors aujourd'hui, selon vous, docteur, la question du port du masque ne se pose plus. Il faut le porter dès lors qu'on met le pied dehors. Le pied dehors, c'est beaucoup dire dans la rue, mais en tout cas, garder la distance, c'est important. Ça, c'est la première des choses qu'il faut se dire. Le port du masque, dès que la population est un peu dense, dans Papeete, dans les communes où on a une promiscuité, les gens sont proches, oui, il vaut mieux. Dans sa voiture, c'est pas nécessaire. Si on est tout seul, non. La barre des 1000 cas a été franchie, donc même bien dépassée ces derniers jours. On déplore à ce jour, on l'a dit, 5 décès. Vous dites quoi? C'est normal, ça devait de toute façon arriver, ou bien attention, la situation peut s'aggraver? Alors, vous savez, ce qu'on nous apprend en faculté de médecine, c'est que quand on a une épidémie, tant que 50 à 70% de la population n'est pas touchée, l'épidémie ne s'arrête pas, ou rarement, sauf si le virus devient complètement inoffensif. Donc, je dirais, oui, c'est une progression normale. Quand 50 à 70% de la population aura été atteinte, il y a des gens qui ont les symptômes, mais il y en a qui n'auront aucun symptôme du tout, alors qu'ils seront atteints, le virus va s'arrêter. D'accord, il faut prendre son mal en patience. Il faut être patient, voilà. Merci beaucoup, en tous les cas, docteur Grégory Détrin, d'avoir donc accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste et aussi président du conseil d'administration de l'Association polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile.